c'est qu'il y a quand même, on a affaire à quelque chose dans le film qui est tout à fait à l'inverse de sa monumentalité, de ses archétypes en béton. C'est au contraire une qualité forte de l'art de Paul Thomas Anderson, à savoir le mixage. La musique. La musique. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec la bande-son. Il y a toujours une espèce de tapis sonore intéressant, un peu sophistiqué, souvent inattendu, un peu à la Scorsese parfois, genre on entend toujours un peu des chansons partout, mais aussi parfois c'est des bruitages. Et c'est parfois dans le film, contrairement à sa pente caricaturale par moment, il fait souvent, comme Paul Thomas, se télescoper les forces contraires et les faire jouer ensemble. Alors, exemplairement, dans le prologue. Sur le bateau, là. Ouais, que moi je défends parce que j'ai été perdu dans ce prologue et quand je suis perdu, c'est bon signe. Il y a une première disjonction, il y a un premier télescopage entre son et image. À l'image, nous voyons quelqu'un qui, triomphalement, à qui il arrive quelque chose de super. Il est quand même au bout d'un voyage et il arrive aux États-Unis. Ouais. Terre de refuge pour les gens persécutés. Avec la statue à l'envers, statue de la liberté à l'envers. La statue de la liberté à l'envers a été beaucoup notée. C'est pas mon symbole préféré du film, même si je trouve qu'elle arrive un peu incidemment, donc ça va. Mais bon, il est évident que cette statue nous dit que finalement ça va pas se passer si bien. Elle a un côté mauvais augure. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que à l'image, on voit quelqu'un qui débarque sur une terre de refuge et à off, on a le texte qui vient contrarier. Oui, c'est la voix d'Erzébeth, c'est la lettre d'Erzébeth. Et Erzébeth qui dit quoi? Qui dit qu'elle est toujours en Europe et qu'elle n'arrive pas à en sortir, que ça va prendre du temps, qu'on lui fait des tracasseries, etc. Donc, d'un côté, tu as l'image, c'est du mouvement, et c'est un mouvement de libération, et de l'autre côté, l'inertie. Et ça, c'est là que c'est fort, et ça, c'est un truc, je crois, qu'on avait un peu étudié dans There Will Be Blood, c'est comment l'épopée libérale, c'est-à-dire ce côté, on va toujours de l'avant, est constamment saboté de l'intérieur par une espèce de puissance d'inertie qui fait qu'en fait, on n'avance pas. Moi, ce que je préfère dans le film, c'est qu'il avance jamais. En fait, fondamentalement, il avance jamais. Sachant que pour aller dans ton sens sur le mixage, il y a dans cette ouverture à la fois la voix off d'Erzébeth plus la musique. Tout à fait. Et que c'est une ouverture sans dialogue. Absolument. Et il y a par ailleurs aussi le son réel, enfin, de ce qui se passe dans cette soute de bateau. Mais je voudrais y revenir, moi, peut-être bêtement, mais je voudrais rendre compte de ce qu'a été mon expérience devant cette scène. Je ne savais rien du film avant de le voir. Hein. Je savais sa monumentalité, mais je savais pas du tout le sujet. C'est étonnant. Je savais que ça se passait vaguement pendant la Deuxième Guerre. Et je me disais, tiens, c'est un truc sur la Shoah. Voilà. Et donc, pour moi, au début, très clairement, il est dans un train. Et c'est un train qui mène au camp. Ouais. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense, en fait, pour que je l'ai vécu comme ça, c'est qu'il n'y a rien dans le plan qui est strictement avéré qu'on était dans un bateau. Parce que d'une certaine façon, on voit pas grand-chose du bateau. On voit pas, évidemment, on voit rien. Il n'avait pas les moyens puis il choisit le plan subjectif avec lui pour qu'on monte vers la lumière. Et en plus, il y a une espèce d'agitation dans cette soute, si tu veux, qui est pas une agitation de gens qui sont hyper contents, ça y est, on est arrivé, c'est plutôt une agitation de struggle for life, genre putain, il faut se démerder. Donc je pense que c'est un peu fait pour quand même. Et puis cette idée, elle se prolonge d'ailleurs aussi avec ce plan fixe où tu vois justement tous les émigrés avec des numéros. Tout à fait. Des numéros comme les Juifs en avaient, qui étaient tatoués sur leur peau. Ce qui est très intéressant, parce que on voit que finalement ils en sortent pas, mais justement je pense que c'est contenu déjà dès l'ouverture, c'est-à-dire que d'une certaine manière on est encore un peu dans le train. Ce bateau qui nous fait sortir du train, pour prendre des symboles, et en fait est un peu un train encore. Chose qui évidemment va culminer dans la meilleure idée du film, c'est l'accident du train, plus loin dans le film. Bon. Caméra dans les airs, et puis voilà. On voit la fumée du train exploser. Alors ce train, il faut bien être précis là, vraiment. Hein. Je trouve que sur ce film, on n'est pas très précis, comme si on était toujours débordé par ces 3h40, etc. Donc prenons-le par le détail. Et le détail, c'est qu'en fait, cette image du train, elle apparaît après qu'on a vu le couple en train de dormir. Et alors je sais plus si c'est Laszlo ou Erzébeth, mais un des deux fait un cauchemar. Et donc cette image de train est tout à fait perçue, en tout cas elle l'a été par moi, comme l'image d'un cauchemar. Ah bah tiens, ils sont hantés par le train, bien sûr, les trains de la mort. Bon, auquel ils ont réchappé miraculeusement. Or, il va s'avérer que ce train est en fait le train qui transportait le matériel pour construire le bâtiment. Et c'est génial parce que du coup, l'image c'est un peu les deux en même temps. C'est à la fois le train de la mort, celui dont on ne sortira jamais, et en même temps c'est le train au contraire du progrès en avant. C'est-à-dire, on fait venir des matériaux, on fait des bâtiments, donc on avance, donc on va vers une nouvelle vie, comme dit Erzébeth à un moment, je veux avoir une nouvelle vie avec toi. Eh ben non, dans ce plan, il y a le mouvement vers l'avant et vers la nouvelle vie est immédiatement sapé par le fantôme du train qui est tout à fait l'inverse et qui nous menait vers la mort. Et ça, c'est des effets de cinéma que je trouve pas mal et qui sont, encore une fois, au travail, pendant tout le film, on joue un peu sur les deux. Il y a une troisième contrariété majeure dans le film. Le film est vraiment à l'image de la monumentalité de Corbeil et de son intention kubrickienne, très portée sur la verticalité. Il y a beaucoup d'éléments de verticalité dans ce film, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire être un architecte ? Ça veut dire dresser des bâtiments.
La figure de la grue revient souvent, et c'est normal, effectivement. C'est aussi ça, le grand récit libéral. Non seulement on va avancer, mais on va s'élever dans la société, et on va bâtir partout, et on va inventer une nouvelle civilisation. Voilà, il y a une espèce comme ça. Bon. Sauf que, évidemment, ça s'est sapé de l'intérieur. Par un détail très intéressant. Est-ce que tu me suis? Le phallique. Ben oui. J'y ai pensé il y a 10 minutes déjà. Qu'est-ce qui lui arrive à notre ami Tot comme déconvenu? Il est impuissant. Il est impuissant. Et c'est dès le début du film. Alors on peut supposer que cette impuissance c'est une espèce de symptôme en fait des camps, de la de guerre, choses comme ça. De fait, nous avons affaire à trois héros les trois héros de la famille sont marqués physiquement. L'une est handicapée, elle ne marche plus, elle n'est plus dressée elle-même. Tu vois, on lui a pris son attribut humain par excellence, à savoir la station verticale. L'autre et puis de la parole. Qui on a pris l'autre attribut humain entre toutes les espèces, à savoir la parole. Et donc ils sont déshumanisés, ils s'en remettront jamais. On n'avance pas. On vous laisse élever, on vous laisse dresser. Puis en fait on est impuissant, donc le phallus n'arrive pas à se dresser. Eh oui, et ça donne cette scène que j'aime bien. Moi j'aime bien les rapports entre deux parce qu'en fait ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'à un moment, et Laszlo. En fait, il y a une espèce de dramaturgie générale qui est première partie sans elle, deuxième partie elle revient, retrouvailles, super quoi, tu vois. Et puis en fait ça n'a jamais lieu ces retrouvailles, ça se passe pas si bien, tu retrouveras jamais de scène d'harmonie entre eux. En fait ils n'arriveront jamais à retrouver ce qu'ils étaient avant, où on voit bien qu'ils se sont aimés, et ça donne notamment cette scène au lit où de masturbation là. Ouais voilà, enfin, c'est ça qui est pour moi une scène sur laquelle je pourrais revenir parce qu'il y a un élément qui me déplaît là-dedans, mais j'aime bien qu'on les retrouve côte à côte et ne baisant pas, parce que voilà il y a quelque chose qui est amputé, il y a un empêchement fondamental dans le film. Et là, vraiment, je trouve le film intéressant pour ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il arrive à disposer un film qui va être érectile. Et en fait, non, le film est saboté de l'intérieur en permanence et donc soumis à ce double mouvement. Donc je trouve que quand même, comment dire, les gens qui n'aiment pas la monumentalité du film ne tombaient pas dans le même écueil que le film lui-même. Ne le prenez pas monumentalement parce que je pense qu'il est quand même, le film est miné de l'intérieur par des petites souris. On a beaucoup dit par exemple que c'était une montagne qui accouchait d'une souris, selon mon expression, je l'ai beaucoup entendu dans la bouche de critiques. Ben oui, mais c'est aussi une souris qui grignote la montagne, quoi, et qui fait que finalement les grandes carrières de marbre opéreront assez peu.